Bien, bonjour tout le monde. Bienvenue à ce webinaire sur la facturation électronique, qui est un nouveau webinaire un petit peu toujours sur le même sujet. Merci de me dire bonjour dans le chat. Ravi de vous retrouver. Donc, bon, on l'a appelé dernière opportunité pour être conforme pour le 1er septembre. Effectivement, on avait lancé cette campagne de webinaire en mois de mai 2025, donc ça a un peu plus d'un an. En se disant qu'on était déjà en retard pour lancer le sujet. Et là, on est à 2 mois de l'avènement de cette réforme. Et donc, si vous êtes aujourd'hui présent avec moi, c'est soit que vous avez encore quelques questions d'ajustement pour vous organiser, ou alors que vous êtes vraiment à la bourre et que vous emparez du sujet maintenant. Et donc, l'objectif, c'est d'essayer de répondre un petit peu à tout le monde et d'essayer d'à la fois de vous réexpliquer ce que les contours de cette réforme et d'essayer de répondre aux quelques questions que vous pourrez me poser en fin de présentation. L'idée, c'est qu'on fasse, que je vous présente ce support pendant environ 45 minutes. Je vais essayer de respecter le délai et on se donnera 15 minutes pour répondre aux questions. On a Julie qui est aussi en ligne, qui va peut-être répondre aux quelques questions qui seront posées pendant la démonstration, pendant le webinaire, pour ne pas vous faire languir. Voilà. Allons-y, si tout le monde est prêt, je vous propose de commencer donc sur ce sujet de facture électronique. Je vais regarder si j'arrive à bouger les slides. C'est parfait. Donc, je suis donc Pierre-Emmanuel Marie, je suis expert comptable associé du groupe CF. J'exerce sur le site de Vinap-Dornon, dans le sud de Bordeaux. Et je ne sais pas comment je me suis retrouvé propulsé sur ce sujet, mais c'est vrai que je suis le référent pour le groupe sur ce sujet. Et vous allez voir que cette réforme de la facturation électronique, finalement, on s'en fait un monde un peu aujourd'hui. Ça va être un petit peu, je pense, comme la réforme du prélèvement à la source. En fait, on s'était imaginé que ça ne pourrait jamais être possible dans notre pays. On a eu 18 ou 24 mois de balbutiements avec des nouvelles règles, des tests, des retours en arrière. Et puis finalement, aujourd'hui, ça fonctionne très bien. Personne aujourd'hui se pose la question de savoir si ça marche ou pas. Tout le monde connaît le système du taux individualisé, du prélèvement sur les bulletins de salaire ou des acomptes qui sont pris pour les TNS. Voilà. Donc ça fonctionne très bien. Et je pense que la facturation électronique, ça va être pareil. Ça va être un gros bazar au départ pour tous les intervenants, hein, les entreprises, nous au cabinet, l'État, mais que d'ici 24 à 36 mois, on ne se posera plus la question de savoir comment ça fonctionne, qu'on aura pris le pli et que finalement, on y retrouvera certainement quelques avantages. Cette première slide pour vous dire que d'abord, la facture électronique, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Le premier pays à être passé, c'est le Chili en 2003. Suivi par d'autres pays d'Amérique du Sud comme l'Argentine, le Brésil, le Mexique, avec la première vocation, c'était de lutter contre l'économie souterraine. Donc c'est quelque chose qui a déjà fait ses preuves depuis plus de 20 ans. Ça arrive en Europe, voilà, donc c'est pas à retenir, hein. Je vous ai mis un petit peu le focus sur quelques pays. Le premier pays en Europe, c'est l'Italie. Ils y sont passés en 2019 avec un franc succès. Et il y a un projet d'harmonisation européenne à horizon 2030. Je ne suis pas sûr que le délai soit tenu parce qu'en fait, chaque pays va un petit peu à sa sauce avec sa petite réforme. Et quand il va falloir harmoniser tout ça au niveau européen, je pense qu'on va avoir quelques sueurs froides. Mais il y a quand même un projet d'harmonisation. C'est le projet VIDA. C'est un acronyme pour dire VAT in Data Age, donc la TVA à l'heure numérique. Voilà. Donc la France, elle, débute sa réforme au 1er septembre de l'année prochaine. On va revenir sur le calendrier, le 1er septembre 2026, là, dans 2 mois. Et le bas de la slide, c'est juste pour vous rappeler que cette réforme n'est pas une option, que c'est la loi de finances de 2020 qui a institué cette réforme, puis différents décrets et d'autres lois de finances, des arrêtés, des ordonnances qui viennent un petit peu compléter cette réforme. Donc ce n'est pas du tout une option. Vous serez contraint, si vous êtes concerné, de vous conformer à cette réforme et on le verra tout à l'heure, qui dit loi dit sanction si la loi n'est pas, respectée. Voilà, ça c'était juste pour vous dresser un petit tableau de, la réforme de la facture électronique. Donc nous allons employer l'acronyme RFE, si vous le voulez bien, pour parler de cette réforme.
5 objectifs, enfin il y en a d'autres, mais je vous ai mis les principaux. On retrouve ceux qui sont un petit peu, qui sont un peu de la cosmétique, un peu de la com, donc renforcer la compétitivité des entreprises. On vous explique que ça va vraiment simplifier le coût administratif du traitement de vos factures, que vous allez gagner beaucoup de temps et beaucoup d'argent. On nous explique que c'est à des fins aussi statistiques. On va avoir beaucoup plus d'infos pour calculer, l'évolution de la croissance, du PIB, et de la statistique de la santé économique de notre pays. Bon, OK, il y a effectivement un côté RSE avec beaucoup moins de factures papier, et d'envoi, de factures par la poste, de colis et cetera. Les vrais objectifs, le véritable objectif, retenez ça s'il vous plaît, ce matin, c'est la, la lutte contre la fraude de la TVA. Voilà. L'objectif, c'est de récupérer de la TVA. C'est de se dire, aujourd'hui, on manque de recettes, ça ne vous aura pas échappé. Et donc, on institue non pas de nouvelles règles ou de l'augmentation de taux de TVA, mais une réforme, un mécanisme qui va nous permettre, nous, État français, de collecter beaucoup plus sereinement et massivement la TVA que les entreprises devraient reverser en TVA collectée. Donc, la lutte contre la fraude fiscale est l'objectif majeur de cette réforme. Si vous retenez ça, vous aurez compris 90% du fonctionnement de cette réforme. Un autre objectif très important qu'on a mis en bas du support, c'est l'amélioration des délais de paiement. Nous, c'est quelque chose qu'on constate en permanence et vous devez bien le sentir, c'est qu'aujourd'hui, la trésorerie dans notre pays est grippée. Les délais de paiement se rallongent. Pourtant, on a une loi de 2011, la loi LME, qui nous institue des délais de paiement obligatoires à respecter, hein, qui sont de 60 jours ou 45 jours fin de mois. Alors, il y a quelques exceptions, mais c'est la règle générale et on s'aperçoit que ce n'est pas du tout respecté. Vous avez un organisme en France qui fait un peu le gendarme, la police de ces délais de paiement, qui est la DGCCRF. Vous pouvez aller voir un petit peu les sanctions aujourd'hui qui sont infligées quand cet organisme est saisi. Vous trouverez ça en ligne, hein, les entreprises qui ont été condamnées euh, parce qu'elles n'ont pas respecté les délais de paiement. Et vous allez voir à la fin de la présentation que l'État aura toutes les informations pour vérifier si les délais de paiement sont respectés. Et donc, c'est aussi un objectif de cette réforme, c'est de pouvoir fluidifier un petit peu la trésorerie dans notre pays qui fait défaut aujourd'hui, alors que l'économie ne se porte pas très bien, mais si en plus les délais de paiement ne sont pas respectés, ça ne fait que gripper la machine. 5 objectifs, retenez TVA et effectivement délai de paiement. Qui est concerné? Cette question, a fait couler beaucoup d'encre parce qu'il y a des cas particuliers et finalement, on n'est jamais sûr si est-ce que je suis concerné par cette réforme, pas cette réforme, et cetera. On va être obligé de regarder un peu, je vous ai dit que l'objectif, c'était la TVA, donc on va regarder un peu de règles de TVA. Tous ceux qui réalisent des opérations qui rentrent dans le champ d'application de la TVA, toutes ces opérations-là rentrent dans le cadre de cette réforme. Alors, qu'est-ce que c'est une opération qui rentre dans le champ d'application de la TVA? En réalité, c'est une opération qui est réalisée, une opération économique qui est réalisée à titre onéreux, voilà, entre deux personnes. C'est une opération qui rentre dans le champ d'application de la TVA. Sauf que ça, c'est la règle de base et effectivement, il y a des exceptions. La loi, par des textes particuliers, a décrété que certaines de ces activités étaient exonérées, bien que remplissant les conditions, elles sont exonérées. Vous avez des grands pans de l'économie, comme par exemple toutes les activités médicales et paramédicales, qui sont des opérations économiques réalisées à titre onéreux, mais qui sont, par un texte de loi particulier, exonérées de TVA. Vous avez l'enseignement, par exemple, vous avez certaines opérations immobilières et d'autres. Et pour autant, bien que ces activités soient exonérées par un texte de loi particulier, elles entrent dans le champ d'application de la TVA. Et donc, par exemple, toutes les opérations économiques que je viens de citer rentrent dans le champ de cette réforme de la facturation électronique. Alors, à des degrés différents, mais elles y rentrent. Vous avez également, se pose la question, par exemple, des entreprises qui ont des seuils d'activité assez bas et qui sont en dehors du jeu de la TVA. C'est par exemple toutes les activités de micro-entreprise ou d'auto-entreprise qui sont dans un mécanisme de franchise en base parce qu'elles ne dépassent pas certains niveaux de chiffre d'affaires. Pour autant, ces entreprises-là rentrent dans le champ d'application de cette réforme. Finalement, la facilité, ça serait de voir ceux qui ne rentrent pas définitivement dans cette réforme. Et donc là, je vais vous demander de retenir 3 grandes familles. Vous avez d'abord les particuliers, donc
tous autant que nous sommes, avec notre casquette de consommateur final particulier, nous n'avons rien à voir avec cette réforme. Vous avez tout le secteur non marchand, qui est le secteur un peu associatif, toutes les associations qui n'ont pas une activité ou une taille d'importance telle qu'elles sont obligées de collecter de la TVA ou parfois elles payent de l'impôt société. Donc, toutes les autres, tout le secteur non marchand échappe à cette réforme. Et puis, vous avez également les entreprises étrangères. Alors aujourd'hui, y compris les entreprises qui sont dans la zone euro, la communauté européenne, on verra que à l'horizon 2030, ça changera évidemment, mais aujourd'hui, toutes les entreprises étrangères, on n'a pas pu contraindre, on ne peut pas contraindre les entreprises dans un autre pays à se conformer à cette réforme de la facturation électronique. Donc, hormis les particuliers, le secteur non marchand, les entreprises étrangères, ben finalement, toutes les autres entreprises, quasiment toutes les autres entreprises, sont obligées de se conformer à cette réforme. Alors, qu'est-ce que c'est la réforme de la facture électronique? La facture électronique, qu'est-ce que c'est? Alors, au début, je l'entendais beaucoup, je l'entends moins. Je vous le confirme, s'il y avait encore des doutes, ce n'est pas une facture qui est en PDF et qui est envoyée dans un email. C'était quelque chose qui m'était beaucoup objecté au début par mes clients, me disant merci, mais ça fait longtemps qu'on est déjà à la facturation électronique, ça n'a rien à voir. Je vais vous demander de retenir des grands concepts qui sont le invoicing et le e-reporting. Je fais une petite parenthèse, on peut remercier notre législateur d'avoir utilisé des anglicismes pour cette réforme. Donc, le invoicing, l'invoice en anglais, c'est la facture. Donc, en fait, le fait d'envoyer et de recevoir des factures sous format électronique, c'est ce qu'on va appeler le e-invoicing. Le e-invoicing ne va s'appliquer que dans des opérations B2B en France. B2B, business to business, quand vous avez deux professionnels en France qui s'échangent des factures, elles seront obligées de le faire dans le cadre du e-invoicing. Toutes les autres, donc par exemple le B2B à l'étranger, hein, c'est une opération business to business entre une entreprise française et une entreprise étrangère, ou dans les opérations B2C, donc avec une entreprise et un particulier, toutes celles-là ne seront pas sur le, excusez-moi, hop, n'auront pas de invoicing, mais elles seront sur du e-reporting. Je vais vous expliquer évidemment la différence entre les deux. Le e-reporting est pour moi la complexité majeure de cette réforme. Tout le monde n'y est pas confronté, mais elle est une complexité majeure, source de risques, d'erreurs. Et on va voir que finalement, beaucoup ont en tête que la facture électronique, c'est juste un échange de données via un format particulier de facture, mais on oublie trop souvent le e-reporting. Un petit mot sur le calendrier, ça je pense qu'aujourd'hui, nous sommes le 30 juin, vous l'avez tous en tête. Il avait été décalé parce qu'au départ, on aurait dû commencer cette réforme au 1er juillet 2024. Clairement, personne n'était prêt. Donc, l'État a décidé de décaler cette réforme. 1er septembre 2026, les grandes entreprises, les ETI grandes entreprises, devront rentrer dans la réforme au 1er septembre et à plein, c'est-à-dire à la fois du invoicing et du e-reporting si elles sont concernées. Toutes les autres entreprises auront les mêmes obligations, mais à partir du septembre 2027. Et là, vous vous dites, bon, bah alors du coup, je fais ce webinaire beaucoup trop tôt, puisque je ne serai concerné qu'en septembre 2027, à la nuance près que si au 1er septembre 2026, des entreprises facturent en format électronique, il va bien falloir que de l'autre côté de la chaîne, on soit capable de les recevoir. Et c'est pour ça que toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, si elles sont concernées par cette réforme, devront être capables dans 2 mois, de recevoir des factures sous format électronique. D'accord? Et ça, c'est très important et c'est pour ça qu'il y a un petit peu urgence. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est une grande entreprise? Qu'est-ce que c'est une ETI? Si vous voulez, on va regarder toutes les entreprises qui dépassent le seuil des PME au sens communautaire, c'est-à-dire toutes les entreprises qui dépassent 2 des 3 seuils suivants, 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, 43 millions d'euros de pied de bilan, et 250 salariés. Voilà, si à votre dernière clôture, vous avez une entreprise qui dépassait ces seuils, vous êtes obligé d'émettre des factures au format électronique dès le 1er septembre 2026. Si vous êtes concerné, je vous le dis, vous êtes vraiment à la bourre parce qu'il y a beaucoup de boulot, parce qu'en dehors de la facture, il y a le e-reporting aussi à gérer. Ce seuil s'apparente, s'apprécie société par société, d'accord?
On ne distingue pas, on ne fait pas de cumul dans les groupes de sociétés. C'est personne morale par personne morale, numéro sirène par numéro sirène. C'était une question qui était souvent posée. 1er septembre 2027, là, tout le monde rentre dans la réforme, à la fois en émission, en réception. Je trouve que c'est très bien d'avoir décalé un petit peu les grandes entreprises des autres entreprises, parce que du coup, on va pouvoir s'entraîner à recevoir sur 12 mois les factures au format électronique. Et ça sera bien pour voir un petit peu le fonctionnement et rentrer en douceur dans cette réforme. Je le dis pour pas oublier de le dire, euh, vous pourrez, si vous êtes prêt, anticiper le e-invoicing à partir du 1er septembre 2026. C'est-à-dire que si votre système d'information est prêt, si vos process sont prêts, si vous avez tout ce qu'il faut, vous pourrez anticiper et émettre des factures en invoicing dès le 1er septembre 2026, ce qui ne sera pas le cas en revanche pour le e-reporting. Voilà, je pense que j'ai été complet sur le calendrier. Je vous propose de rentrer un petit peu dans les définitions, un petit peu de champ lexical sur les différents outils qui sont prévus pour cette réforme. Donc, vous avez tout en bas, alors ce n'est pas à retenir, les 3 seuls formats de facture informatique qui sont prévus par la réforme. Donc, facture X, UBL ou C2I. UBL, C2I, ce sont des formats de fichiers informatiques assez structurés, assez importants qui vont concerner souvent les grandes entreprises. Facture X, alors il n'y a pas de faute d'orthographe, hein, c'est un format de facture qui a été imaginé entre la France et l'Allemagne et qui est pas mal à mon avis, on va souvent le voir utiliser. C'est un fichier PDF dans lequel on vient coller un petit fichier informatique XML et qui répond à toutes les normes requises. Une facture, c'est quoi? C'est des informations dans un document. Vous savez aujourd'hui qu'il y a des mentions obligatoires. Alors à chaque fois, je fais un peu le test, combien de mentions obligatoires sur une facture. Donc, suivant les cas, c'est entre 18 et 20 mentions à ce jour obligatoires sur les factures. Je vous rappelle que des mentions manquantes sont sanctionnées en cas de contrôle. On y reviendra tout à l'heure. Et en plus, vous allez voir que dans le cas du invoicing, il y a tout un tas de contrôles qui vont faire barrage à une facture qui ne respecterait pas les obligations des mentions dans ces factures, qu'on appelle des petites balises techniques, des business terms. C'est-à-dire que dans une facture, je dois avoir des champs renseignés, sinon ma facture ne pourra pas être transmise. Vous le voyez ici, il n'est pas du tout fait question de format .doc, .xls, .pdf. Donc, exit les factures Word, Excel, PDF ou d'autres natures, encore moins papier avec un calque carbone. J'en souris parce que j'ai encore quelques clients qui sont à ce stade et ça va être une sacrée révolution pour eux. Au-dessus, très important à retenir, vous avez, pour émettre une facture, besoin d'un logiciel conforme, hein, évidemment, qui dans la réforme s'appelle une solution compatible. Donc ça, c'est finalement un logiciel de facturation de gestion commerciale qui va vous permettre d'émettre une facture au bon format, facture X, UBL, C2I, avec toutes les informations, toutes les balises techniques requises. Et ensuite, pour s'échanger ces factures, on ne va pas les envoyer par mail, on ne va pas les envoyer par la poste, on va les envoyer via des plateformes numériques qu'on appelle des PA, des plateformes qui ont été agréées par l'État parce qu'elles ont répondu au cahier des charges qui avait été prévu. Et donc, ces plateformes, qui sont des plateformes privées, qui vont vous permettre d'échanger, d'émettre et de recevoir des factures. Voilà. Je vois tout un tas de questions sur le côté. Je préfère ne pas y mettre mon nez pour l'instant parce que je vais perdre le fil. Je reviendrai tout à l'heure. Je vous propose chers amis, de venir voir maintenant la partie du e-invoicing et de voir comment cela fonctionne. Je rappelle, vous l'avez bien compris, mais je me permets de le rappeler pour ceux qui viennent de nous rejoindre en route, que le e-invoicing concerne les opérations économiques uniquement en B2B domestique, c'est-à-dire B2B en France, échange économique entre deux professionnels en France. On va prendre à gauche l'entreprise. Je ne sais pas si vous voyez mon pointeur, ma souris. On va prendre une entreprise ici qui va facturer son client et donc avec son logiciel, sa solution compatible, il va émettre une facture au bon format. Cette facture, il va l'envoyer sur sa propre plateforme, la plateforme privée à laquelle il aura adhéré, qui va ensuite transmettre cette facture à la PA, à la plateforme agréée de son client. Alors vous allez me dire, mais par quel miracle, quelle adresse va permettre l'envoi d'une facture à une autre? Eh bien, en fait, c'est le numéro sirène
de votre client qui va servir d'adresse. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez vous inscrire sur des plateformes, vous allez vous inscrire dans un annuaire central qui est tenu par l'administration fiscale. Et en fait, en face de votre nom, en face de votre sirène, il y aura une plateforme qui aura été retenue. C'est celle que vous aurez choisie. Et donc, quand j'envoie une facture sur ma plateforme va retrouver la plateforme de mon client via le numéro sirène. Voilà pourquoi, et ça ne vous aura pas échappé, c'est devenu une mention obligatoire sur vos factures à mettre depuis le mois d'octobre 2023. Voilà, ça fait maintenant presque 3 ans, donc je sais que vous êtes déjà conforme. Et voilà pourquoi cette mention a été prévue dans ce décret d'octobre 2023. Et ensuite, la plateforme de mon client lui délivre ma facture. Le drame, je le dis, de ce schéma, c'est évidemment la flèche qui pointe vers le bas, puisque instantanément, vous avez une copie de la facture qui est transmise à l'administration fiscale. Le schéma de transmission et de réception est extrêmement simple sur le papier, hein. Ce schéma qu'on a vu de nombreuses fois, il est très explicite et il est extrêmement simple, mais vous verrez qu'on en parlera dans un instant. Il peut y avoir énormément de cas particuliers qui vont complexifier le transfert, l'envoi, la réception de ces factures. Donc là, je répète, c'est uniquement dans le cas du invoicing entre deux professionnels et deux professionnels en France qui auront une PA. Il y a aujourd'hui 138 plateformes qui ont été agréées par l'État. Peu importe qu'il s'agisse par hasard, ça pourrait être la même plateforme entre un client et un fournisseur, peu importe, les plateformes sont faites pour une interopérabilité parfaite, une tuyauterie parfaite, ce qui a été très compliqué, ce qu'il est encore un petit peu aujourd'hui, mais voilà le schéma. À droite, à ne pas retenir, mais on a mis les opérations qui sont en B2G. Si vous avez G pour le government, pour l'administration, si vous avez fait du business avec l'administration, vous pourrez effectivement faire la même chose. Et en fait, la PA, la plateforme agréée de l'État, reste Chorus Pro, qui est une plateforme déjà bien connue de ceux qui traitent avec l'administration. Invoicing, assez facile. Je vous propose maintenant de venir sur le e-reporting. Donc, on a deux types de e-reporting. On a le e-reporting de transaction et le e-reporting de paiement. Là, on va être dans une opération B2B à l'étranger. Donc, mon client est une entreprise étrangère où on va prendre une opération de B2C. Je suis un expert comptable et je facture un particulier parce que je réalise pour lui sa déclaration d'impôt sur le revenu. On l'a dit tout à l'heure, les particuliers ou les entreprises étrangères n'ont pas à se conformer à cette réforme. Et donc, évidemment, pas de souscription de plateforme agréée. Donc, je ne vais pas pouvoir envoyer du invoicing via ma plateforme qui arriverait sur une plateforme qui n'a pas été souscrite par les particuliers ou les entreprises étrangères. Donc, je vais continuer à faire ma petite facture papier que je vais imprimer soigneusement et mettre dans une enveloppe ou, peut-être plus moderne, l'envoyer via un email dans un format peut-être PDF. Voilà. Sauf que l'administration fiscale, qui a, je vous l'ai dit, l'ambition d'aller collecter plus de TVA, de lutter contre la fraude, et qui a pour objectif, je ne l'ai pas dit, objectif totalement avoué d'être capable de pré-remplir nos déclarations de TVA à horizon 2028, elle a besoin d'avoir toutes les informations nécessaires pour le faire. Aujourd'hui, de faire une déclaration de TVA, c'est très dur, c'est très complexe. Il y a beaucoup de cas, il faut avoir la totalité des informations dans les délais requis. Et donc, l'administration s'est organisée dans cette réforme pour avoir toutes ces infos dans des délais très courts finalement. Et donc, le business, ma petite facture que je vais adresser à mon particulier, comme ça ne passe pas par des plateformes, il n'y a pas la flèche qui pointe vers le bas, l'administration fiscale n'a pas l'info. Et donc, elle crée une nouvelle déclaration fiscale qui est le e-reporting de transaction. Elle va me demander, dans une périodicité très déterminée, elle va me demander de lui communiquer par ma plateforme le chiffre d'affaires que j'ai réalisé avec mes différents taux de TVA auprès des particuliers, des entreprises étrangères. Voilà, c'est le e-reporting de transaction. Le e-reporting de paiement, lui, ne va concerner que des prestataires de services. Les prestataires de services, qu'ils soient dans une opération B2B ou B2C ou B2B à l'étranger, la prestation de service, contrairement à une activité de livraison de biens, me permet de collecter, de reverser la TVA seulement au moment du paiement. Si je vends des ordinateurs, je suis dans une activité de livraison de biens et finalement, l'exigibilité de la TVA, c'est au moment où je vais remettre l'ordinateur à mon client, au moment où je vais lui faire la facture.
là, que j'ai été payé ou pas, je vais être obligé de collecter la TVA à l'État. Le prestataire de service, lui, il ne va le faire qu'à l'encaissement total ou partiel du paiement de l'encaissement de sa facture. Cette info, l'administration fiscale a besoin de la connaître, puisqu'elle va avoir besoin de connaître la date d'encaissement des prestations de service pour pouvoir exiger la TVA collectée. Et donc, la réforme institue une deuxième nouvelle déclaration fiscale qui s'appelle le e-reporting de paiement, qui va concerner tous les prestataires qui n'auraient pas opté pour le régime de la livraison de biens. Cette option s'appelle l'option pour les débits. Donc, tous les prestataires qui sont sur le régime des encaissements devront également faire cette nouvelle déclaration fiscale en disant, ben voilà, sur telle période, j'ai encaissé tant de chiffre d'affaires à 20%, 10%, 5,5, etc., pour que l'administration soit capable de réaliser ces déclarations. Ces deux déclarations de e-reporting de transactions et de paiement, elles sont à faire dans des délais assez courts et qui vont dépendre de votre régime de TVA. Aujourd'hui, il y a deux grands régimes de TVA. Vous avez le régime réel, c'est-à-dire je déclare ma TVA tous les mois ou tous les trimestres en fonction de mes réelles activités. Et puis, on a le régime simplifié de TVA qu'on appelle CA12, puisque c'est le numéro de l'imprimé, qui permet de faire deux acomptes dans l'année et une seule déclaration de TVA sur l'exercice. Cette déclaration simplifiée nous quitte. Elle disparaît au 31 décembre 2026 après tant d'années de bons et loyaux services. Donc, vous ne pourrez plus avoir que deux régimes de TVA possibles réels, soit mensuels, soit trimestriels. Si vous êtes en régime de TVA mensuel, la déclaration de e-reporting de paiement sera à faire tous les mois, c'est-à-dire avant le 10 du mois qui suit le mois concerné, et le e-reporting de transaction. Donc, je vous rappelle que c'est la déclaration du chiffre d'affaires que j'ai réalisé avec des particuliers ou entreprises étrangères. Et bien, cette déclaration sera à faire tous les 10 jours. Voilà, si vous êtes en régime réel de TVA. Si vous êtes en régime trimestriel, les deux déclarations seront à faire une fois par mois avant le 10 du mois qui suit. Et ça, c'est compliqué parce que les délais sont très courts et qu'on a toujours la déclaration de TVA qui existera suivant votre cas entre le 19 et le 24 du mois et qui, déclaration de TVA, devra raconter la même histoire que les e-reporting de transactions et de paiement. Et c'est là le risque, c'est-à-dire un délai court des nouvelles déclarations et qui devront raconter, je le dis comme ça, mais la même histoire pour éviter d'envoyer à l'administration fiscale des incohérences. Voilà. Puisque l'administration fiscale s'organise avec des logiciels, avec du personnel, avec de l'IA, elle va être en capacité, de manière informatique et automatique, de manière systématique, de contrôler les déclarations qu'on va envoyer et d'envoyer des rectifications s'il apparaît que les déclarations sont erronées. Voilà. Voilà un petit peu, le temps tourne, il me reste à peu près un quart d'heure, mais voilà un peu je voulais prendre du temps sur ce e-reporting, alors qui va débuter pour la plupart d'entre nous au 1er septembre 2027, donc on a le temps de s'y préparer, mais qui nécessite quand même de l'organisation en interne, qui nécessite de s'équiper avec les bons outils, le bon système d'information, les bons logiciels pour pouvoir, ne pas trop perdre de temps sur ces, nouvelles déclarations. Très rapidement, la réforme instaure ce qu'on appelle le cycle de vie de la facture. Elle va demander, dans le cas du invoicing, à ce que vous renseigniez des statuts sur vos factures. Je m'explique, je reviens un petit peu sur le schéma du invoicing. 4 statuts obligatoires seront à renseigner pour vos factures, 3 qui incomberont au fournisseur et 1 au client. Je vais prendre le cas d'une entreprise, donc un cabinet d'expertise comptable qui va émettre une facture à un client professionnel lui aussi. On est dans du invoicing, je répète, on est dans une opération B2B en France. Premier statut qui va être un petit peu automatique, c'est lorsque je vais déposer ma facture sur ma plateforme. La plateforme va créer un statut de cette facture. Elle va dire une facture a été déposée. Ça, c'est déjà une information qui est transmise à l'administration fiscale. Ma propre plateforme va faire un contrôle de cohérence. Est-ce que le statut de ma facture est bon? Est-ce qu'elle a toutes les balises techniques? Est-ce qu'en fonction de l'opération, je reviendrai tout à l'heure avec les cas d'usage, est-ce que là aussi, dans des cas particuliers, ma facture a toutes les mentions requises?
En fonction, ma propre plateforme pourra accepter ou rejeter ma facture. Si elle le rejette, c'est-à-dire que ma facture ne partira pas, elle restera coincée et il faudra que je m'interroge ou que je rectifie pour que ma facture soit acceptée. Ces 2 statuts acceptés ou rejetés sont obligatoires et seront quasiment automatiquement, heu, renseignés par votre propre plateforme. Le client reçoit la facture et là aussi, il a un statut à renseigner. De la même manière que vous faites attention lorsque vous recevez une facture par la poste ou en mail, vous allez regarder, si la facture est correcte, si elle correspond à votre commande, si elle vous est bien adressée et cetera et cetera. Là, c'est pareil. Donc soit vous accepterez la facture, soit vous la rejetterez. Si vous la rejetez, vous avez ce statut à renseigner. Pourquoi vous pourrez la rejeter? 1, quelqu'un s'est trompé dans l'adressage de la facture dans le numéro sirène et finalement elle ne vous concerne pas. 2, la facture n'est pas tout à fait conforme à la commande ou à ce que vous aviez convenu avec votre fournisseur, il manque un article, il manque une remise et cetera. Donc vous allez renseigner en disant: «Non, la facture n'est pas totalement conforme» ou il y a un litige. Troisièmement, suspicion de fraude. On s'attend à des fraudes massives. Faites attention au départ de cette réforme avec certainement des petits malins qui vont envoyer des fausses factures avec des très faibles montants, avec des factures qui ressembleront, aux factures de vos fournisseurs habituels et qui seront en réalité, pas bonnes. Bon voilà. Tout ça pour dire que le client a ce statut à renseigner et à chaque fois les statuts arrivent à l'administration fiscale. Imaginez une facture qui arrive du fournisseur, qui arrive au client, la facture est pas bonne et pourtant elle a été transmise en copie à l'administration fiscale. L'administration fiscale doit savoir si, cette facture a été acceptée ou pas par le client. Dernier statut obligatoire, c'est l'entreprise fournisseur qui devra renseigner lorsque la facture a été payée. Donc là aussi, hein, c'est du boulot en plus et vous avez été payé de votre facture, il faudra renseigner un statut, pour que l'administration fiscale soit au courant de ce paiement. Et j'en reviens à mon propos du début. Vous voyez bien que là, l'administration aura la connaissance de la facture, de la date d'envoi de la facture. Donc il ne s'agira plus de dire: «J'ai pas reçu, non, j'ai jamais reçu cette facture». Tout est horodaté entre les plateformes et elle aura aussi connaissance du délai de paiement. Et c'est fort de ces informations qu'elle entend, faire accélérer ou en tout cas faire respecter les règles qui régissent les délais de paiement. Voilà, je ne m'étends pas davantage sur ce cycle de vie de la facture, qui est une vraie contrainte opérationnelle et organisationnelle. Aujourd'hui, il manque quand même des infos, c'est que je suis incapable de vous dire s'il y aura des délais prévus pour enseigner ces statuts et je suis encore moins capable de vous dire s'il y aura des sanctions si les statuts ne sont pas renseignés. Voilà. Je pense que ça, c'est quelque chose qui va arriver, mais aujourd'hui, je n'ai pas ces informations-là. En tout cas, c'est un pan important de cette réforme, et à n'en pas douter, on aura des délais et des sanctions qui vont arriver. Les risques, bon, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la loi, donc effectivement, on a prévu des sanctions, si ce n'est pas respecté. Vous avez, je l'ai dit tout à l'heure, hein, une facture, il y a des mentions obligatoires. Là, c'est 50 € par mention, par facture de sanction si c'est pas, correctement réalisé. Avec un plafond de 15 000 € par an. C'est souvent 3 ans qui sont, heu, contrôlés, donc ça fait un maximum de 45 000 € en cas de contrôle. Donc faites attention à vos factures. 500 € par e-reporting non conforme, ou absent, avec là aussi un plafond de 15 000 €. Là, vous avez le temps de vous organiser, sauf si vous êtes grande entreprise ou ETI, parce que ça arrivera, le e-reporting de transactions et de paiement qu'à partir du 1er septembre 2027. Et puis en gros, hein, on l'a mis en gros avec un petit panneau, jaune: «Attention, si vous n'avez pas déclaré votre plateforme en réception au 1er septembre 2026, vous encourez un risque, une amende, de 500 € par mois». Voilà. Et ça, l'administration fiscale, elle aura l'info, parce que je vous rappelle que quand vous avez adhéré à une plateforme, elle vous inscrit dans l'annuaire, donc elle aura l'info de l'absence d'inscription. C'est pour ça qu'on fait ce dernier webinaire en disant: «Attention, dernière chance d'être conforme», on rigole pas, vous encourez des sanctions, évidemment, pour non-déclaration de plateforme.
Et je répète, vous avez sûrement l'idée de vous inscrire pour votre activité principale si vous avez une société ou une entreprise principale, mais ça concerne également éventuellement des SCI, ça concerne éventuellement des activités de location meublée non professionnelle, ça concerne certainement des holdings si elles ont une activité commerciale, etc., etc. Donc, c'est autant de souscriptions de plateformes que vous avez de numéros SIREN. Voilà. OK. Je ferai un dernier point important sur les cas d'usage. Tout ce que je vous ai expliqué, je vous l'ai dit, c'est finalement assez simple, mais la direction, l'administration fiscale, en lien avec l'AFNOR, a imaginé tous les cas particuliers qui pouvaient exister et de donner des solutions à ces cas particuliers. Ces cas particuliers sont souvent résolus par des traitements particuliers, des mentions obligatoires supplémentaires sur vos factures et des plateformes agréées qui savent enseigner, qui savent gérer ces cas particuliers. 40 cas d'usage, cas particuliers ont été identifiés et traités aujourd'hui. Il y en a d'autres dans les tuyaux qui vont arriver. Et donc, vous devrez inévitablement vous plonger un peu dans ces cas d'usage pour savoir si vous êtes confronté à ces cas particuliers et du coup, si votre logiciel de facturation de gestion commerciale, ce qu'on a appelé la solution compatible, et votre plateforme répondent à ces cas particuliers. Alors évidemment, on ne va pas regarder ces 40 cas d'usage, je vous en ferai grâce, je vais rapidement vous en présenter 4 par hasard, mais qui dressent un petit peu ce qui peut se passer. Donc par exemple, les notes de frais, vous avez imaginé un collaborateur qui va inviter certains de vos clients au restaurant et qui n'a pas la carte bleue de l'entreprise et donc qui va avancer cette dépense et qui va venir vous la présenter pour remboursement. Évidemment, le restaurateur, pour lui, il est en face de lui un particulier et donc il est dans le cas d'une opération B2C, hein, puisqu'il est un particulier, donc il ne va pas lui faire une invoicing, il va lui faire une facture classique et il le fera une déclaration, si vous avez bien suivi, de e-reporting de transaction et e-reporting de paiement. Donc effectivement, nos amis restaurateurs cochent toutes les cases de cette réforme et donc ça va être un sacré challenge pour eux de s'organiser pour y répondre. L'entreprise, elle, va recevoir la facture du collaborateur pour lui rembourser, mais si elle veut récupérer la TVA, et là je ferai une petite digression, si la facture dépasse 150 €, eh bien, elle devra demander un duplicata au commerçant, parce qu'en fait, on est dans le cadre d'une opération e-invoicing entre un professionnel et un autre professionnel. Et donc, si j'ai une facture papier, je ne pourrai pas avoir mes conditions de forme nécessaires pour récupérer la TVA. Donc, il va falloir que je demande à mon restaurateur de faire une autre facture en invoicing, alors que lui, il a déjà transmis le chiffre d'affaires à l'administration fiscale via du e-reporting de transaction. Et donc, il y a tout un tas de règles prévues dans ce cas d'usage pour éviter que le restaurateur déclare 2 fois le même chiffre d'affaires. Voilà. C'est un cas très particulier, ces notes de frais qui, vous verrez si vous plongez dedans et vous pourrez en discuter avec vos collaborateurs comptable qui présente tout un cas de cas particuliers sur le traitement, à la fois pour les entreprises qui sont concernées en émission, hein, donc je parle des restaurateurs, mais ça peut être toutes les entreprises qui ont des activités de caisse, et à la fois nous, en termes d'entreprises clientes, en termes de récupération de ces factures. L'autofacturation, c'est un autre cas d'usage qui n'est pas très courant, mais j'en parle parce que c'est très révélateur, c'est-à-dire que là, c'est le cas d'un client qui fait lui-même la facture à la place du fournisseur. Vous avez ça souvent dans la grande distribution ou dans le monde agricole avec le coopérative agricole. Donc, si je reviens à mon schéma de départ, eh bien, c'est effectivement ici le client qui va émettre la facture pour le compte de son fournisseur et qui va lui transmettre. Et donc, c'est finalement dans le sens inverse que la facture va circuler. Et donc, si la solution compatible n'est pas capable de dire attention, je suis dans le cas de l'autofacturation, que mon logiciel n'est pas capable de mettre des nouvelles balises techniques et que ma plateforme n'est pas capable de gérer ce cas d'usage, je ne pourrai jamais transmettre ma facture au fournisseur. Et donc, je vais être bloqué. Et c'est pour ça, pour vous dire que si vous êtes, par exemple, confronté à ce cas d'usage, vous avez intérêt à choisir votre système d'information, que ce soit solution compatible ou plateforme agréée, en connaissance de cause et en vous assurant que vos outils
respectent ce cas d'usage. Voilà. Je ne m'étends pas plus, mais c'est un exemple très précis de cas d'usage qui a un impact direct sur le choix des outils. La facture d'acompte, là également, ça c'est quelque chose de plus courant, on le voit dans plein d'activités, notamment dans le bâtiment. Vous savez très bien que depuis le 1er janvier 2023, chaque acompte doit donner lieu à une facture et pas un document commercial ou une facture pro forma. Je dois avoir une facture avec de la TVA qui est mentionnée dessus. D'accord? Ça, c'est très important. Quand je suis dans le cas d'une facture d'acompte, c'est que j'ai un chantier ou un devis ou un marché particulier qui a été accepté avec des situations. Et donc, là, c'est pareil. Excusez-moi, je refais un retour en arrière sur ce schéma. Ma solution compatible devra renseigner une balise technique en disant c'est ma facture d'acompte. Ma plateforme verra que c'est une facture d'acompte et vérifiera que toutes les balises techniques nécessaires ont bien été renseignées par la plateforme, sinon elle va rejeter la facture. Toutes ces données devront être données à l'administration fiscale. Et donc, à la fois ma solution compatible et à la fois ma plateforme agréée devront être capables de gérer la facture d'acompte, sinon la facture ne pourra pas être émise correctement. Elle risque même d'être bloquée par votre plateforme. Dernier cas d'usage que je voulais vous présenter, c'est le secret professionnel. Voilà, j'ai pas mal de clients, nos amis avocats qui ont dit, une fois que j'avais présenté la réforme: «Écoutez, merci, sympa, mais nous, évidemment, on ne viendra pas, dans cette partie-là puisque nous sommes, très, très attachés à notre secret professionnel et il est évidemment hors de question qu'on s'amuse à envoyer une copie de nos factures à l'administration fiscale avec le nom de nos clients, 2 avec la liste des diligences qu'on a effectuées pour eux. Donc merci, mais on ne viendra pas». Voilà. Cas d'usage numéro 36, les opérations soumises au secret professionnel ou l'échange de données sensibles sont prévues. Et donc là aussi, avec une coche sur votre facture, avec votre solution compatible qui va permettre de rendre anonymes certaines informations dans l'échange de vos factures et en réception à l'administration fiscale. Voilà. J'ai pris 4 exemples de cas d'usage. Il y en a donc 44 aujourd'hui. D'autres sont très particuliers, concernent des activités très particulières et pour peu d'entreprises, d'autres qui sont assez courantes. Donc je pense que vous ne pourrez pas vous faire, vous ne pourrez pas éviter d'aller regarder, de lister ces cas d'usage pour voir s'ils vous concernent et s'ils vous concernent, quelles sont les conséquences pour vous en termes de choix, de vos outils, de système d'information et ou de votre organisation en interne? Parce que vous l'avez compris maintenant qu'on arrive un peu au terme de ce petit webinaire, c'est que cette réforme, elle a 2 impacts, hein. Elle a un impact du système d'information, mais également de votre organisation en interne. Parce que vous allez avoir de l'organisation à mettre en place pour gérer le cycle de vie des factures, émettre les factures, faire le e-reporting de transactions et de paiement si vous êtes concerné, gérer le cycle de vie de la facture qui a été payée pour les fournisseurs. Enfin, vous voyez qu'il y a énormément de choses à organiser et à prévoir. Encore une fois, aujourd'hui, vous allez avoir, pour la plupart d'entre nous, pour la plupart de vos structures concernées, on va juste être dans le cas d'une facture reçue. Pendant un an, on va juste recevoir des factures de grandes entreprises, de nos gros fournisseurs finalement. Donc, vous allez recevoir Bouygues, Total, EDF, de votre cabinet, compagnie fiduciaire, groupe CF. Nous sommes confrontés, nous, dès le 1er septembre 2026, à l'envoi des factures sous format e-invoicing. Donc, vous recevrez plus nos factures par mail ou à venir télécharger dans votre espace. Alors, ça a du bon puisque finalement, on se dit que dans 2 ou 3 ans, on n'aura plus de facture papier, une facture à scanner, une facture à aller chercher dans l'espace orange.fr. On aura tout qui arrivera dans le même canal. Voilà. 3 étapes pour nous pour cette facture, c'est évidemment, alors c'est ce qu'on a lancé massivement auprès de nos clients, peut-être chez vous également, c'est de réaliser un audit, un diagnostic, hein, chaque entreprise, à la fois dans son activité. Est-ce que j'ai des clients particuliers, professionnels étrangers? Est-ce que je suis prestataire de services? Est-ce que j'ai intérêt à opter peut-être pour, si la trésorerie me le permet, pour, opter pour les débits, pour être en même régime de TVA que les, entreprises qui font la livraison de biens? Est-ce que, j'ai un système d'information? Est-ce que j'ai un métier particulier qui va me permettre d'avoir, une plateforme qui communique avec mon logiciel de gestion commerciale? Par exemple, je suis une pharmacie ou je suis viticulteur,
j'ai des organisations, un système d'information très particulier. Est-ce que je vais pouvoir connecter une plateforme agréée qui va à la fois pouvoir communiquer facilement avec le cabinet et à la fois communiquer avec mes logiciels actuels, et cetera? Est-ce que je suis concerné par un des 44 cas d'usage et auquel cas est-ce que mon organisation y répond? Est-ce que mes systèmes d'information y répondent? Et cetera, et cetera. Vous avez compris qu'il y a du boulot et que si vous prenez connaissance du sujet aujourd'hui, je vous le dis, c'est déjà un petit peu tard. Mais évidemment, nous serons là pour vous accompagner. 138 plateformes aujourd'hui agréées. Petite digression, il me reste une minute où j'ai une minute de dépassement. Je vais me faire tirer les oreilles en interne, mais une petite minute. Il y a énormément de plateformes privées. C'est assez difficile de s'y retrouver. Il n'y a pas une plateforme universelle qui répondra à tout, évidemment. Nous, ça a impacté énormément l'organisation de notre cabinet, cette réforme. On a abandonné l'outil de production qu'on avait depuis 40 ans et nous nous sommes tournés vers Penny Lane après un gros audit des différents outils de gestion et de plateforme parce que pour nous, il répond vraiment en termes organisationnels et en termes ergonomie à la plupart des sujets, à la plupart des cas. Et on a commencé les tests, ils sont très concluants, nous sommes très satisfaits. Donc, je vois quelle plateforme vous préconisez. Je dirais que l'urgence, évidemment, c'est de vous rapprocher du cabinet si vous avez confié la saisie comptable au cabinet. Parce qu'encore une fois, si les factures arrivent sur une plateforme, il va falloir communiquer avec nous. Et il y a des plateformes qui vont être très difficiles à connecter avec nos outils à nous. Et si vous choisissez l'outil Penny Lane du cabinet, on aura la même interface et on sera dans un environnement très collaboratif. Je ne suis pas du tout là pour vous vendre du penny lane, mais puisque je ne suis pas revendeur de systèmes d'information, mais je pense qu'il est urgent de contacter votre collaborateur. Les tarifs, évidemment, rien n'est gratuit, hein, là. Oui, je ne vous l'ai pas dit, mais l'État avait prévu une plateforme gratuite en disant quand la réforme en 2020 est apparue, la plupart des entreprises sont montées en créneau en disant écoutez, vous n'allez pas nous faire payer des plateformes en plus, c'est la crise économique, et cetera. Il avait dit, mais nous, on fera une plateforme gratuite, la PPF, qui a été complètement abandonnée en octobre 2024 pour des problèmes techniques d'interopérabilité. Et donc, le choix de l'administration, ça a été d'agréer énormément d'acteurs privés qui finalement vont se tirer la bourre avec une guerre commerciale infernale. C'est aussi difficile aujourd'hui de changer de plateforme si vous avez déjà adhéré à une plateforme que de changer d'opérateur téléphonique. Si vous avez choisi la plateforme A et que finalement vous choisissez la plateforme B, il va falloir que A accepte que B s'installe à sa place dans l'annuaire. Donc, soit il accepte, très bien, soit il refuse, soit il répond pas, et là, je crois que c'est un accord tacite sous 5 jours, soit il refuse, parce que finalement, sans le savoir, vous avez signé un engagement d'un an ou 6 ou 12 mois, que finalement, il y a des coûts qui sont liés à la sortie d'une plateforme. Et donc là, aujourd'hui, l'arbitre, ça sera la DGFiP. Et donc, je ne vous cache pas qu'on est assez inquiet sur les délais que pourront prendre des changements de plateforme. Donc, je pense que c'est intéressant et important de nous interroger, même sans avoir fait de diagnostic, parce que là, il faut vous mettre en conformité pour le 1er septembre 2026 en ayant, en ayant choisi au moins une plateforme en réception. Je le dis, après, je passe aux questions. Vous pouvez avoir, suivant vos organisations, plusieurs plateformes en réception. Vous pouvez avoir une plateforme en réception, une plateforme en émission, plusieurs plateformes en réception, plusieurs plateformes en émission. Je n'irai pas plus loin dans cette démonstration parce que je pourrais faire une bonne vingtaine de minutes sur le sujet. Mais voilà, c'était pour vous le dire. Euh, J'en viens au terme de cette présentation. J'espère que que j'ai pas été trop rapide. Alors, 45 minutes pour présenter cette réforme, c'est assez long. J'espère que c'est toujours difficile de ne pas vous voir, de ne pas vous voir interagir. Voilà, je vous propose de passer aux quelques questions. Je pense que certaines questions ont été traitées. Alors, je vais les prendre. Voilà. Donc, on ne recommande pas de solution compatible ou de plateforme agréée. C'est toujours, encore une fois, il n'y a pas de chaussure unique qui irait à tous les pieds de Cendrillon. Je vous dis que par contre, si nous faisons la saisie, nous préconisons Penny Lane. Je vais vous dire, c'est un coût de 5 euros ou de 3 euros par mois suivant les cas, quel que soit le volume. Faites attention parce qu'il y a des plateformes qui
qui vous allèche avec. Alors évidemment, c'est la guerre commerciale entre les plateformes qui ont dépensé beaucoup d'argent pour développer ces plateformes et qui maintenant ont besoin d'avoir le retour sur investissement. Vous avez des plateformes qui seront gratuites 3 ou 5 mois et puis finalement, ensuite, vous allez payer en fonction d'un volume en entrée ou en sortie de facture. Je crois que Penny Lane a fait un choix malin qui est un forfait quel que soit le volume. Et donc, suivant les cas, là, je ne m'avancerai pas, mais on est entre 5 euros ou 3 euros hors taxe par mois, suivant les cas, quel que soit le volume. La solution compatible, le logiciel de gestion commerciale, là, il faut qu'on s'en parle, puisque suivant votre activité, vous aurez des spécificités qui seront à respecter. J'ai pas mal de clients viticulteurs. Ils ont un logiciel qui s'appelle Agiris, qui est assez incontournable dans ce secteur, qui va gérer les stocks, les déclarations de douane, etc. Bon, ben, ce logiciel-là, il est quasiment incontournable. Et là-dessus, on se pose la question de savoir quelle plateforme on va plugger dessus. Est-ce qu'on prend la plateforme de cet éditeur-là ou est-ce qu'on prend une autre plateforme? Est-ce qu'on prend une plateforme pour l'émission des factures et une autre plateforme en réception si le client a la saisie au cabinet, s'il est en interne? Enfin, vous voyez, quelques exemples que je puisse prendre, on aura des cas très, très particuliers. Voilà. Des frais de péage, d'essence, de supermarché. Alors là, je vais vous le faire très, très clair. Encore une fois, ça sera au cas par cas. Il y a une tolérance aujourd'hui qui existe, c'est 150 € TTC. On peut garder la petite facturette à l'appui de la compta et pour déduire la TVA. Donc vous allez faire le plein de carburant et vous avez le petit ticket si le rouleau n'est pas vide. Mais si vous avez la chance d'avoir le petit ticket, ça pourra suffire à la compta. Si vous avez un montant qui dépasse, il faudra à un moment donné contacter votre fournisseur et lui demander du invoicing, voilà, en lui communiquant votre numéro sirène. Tac, 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 alors les achats en grande surface, voilà comment ça se passe. Frais de gasoil, vous êtes très inquiet des frais de gasoil, voilà. Les associations loi 1901, avec la mention de TVA non applicable. Bon, si vous avez une mention de TVA non applicable, article 293 B, ça veut dire que vous êtes assujetti, vous rentrez dans le champ d'application de la TVA, mais vous êtes en dessous d'un certain seuil, donc vous n'appliquez pas de TVA. Donc là, dans ce cadre-là, à mon avis, vous êtes obligé de souscrire à une plateforme. Voilà. Faut-il 2 inscriptions à ma plateforme agréée? Je ne comprends pas trop le principe. Vous contactez votre plateforme. Si jamais je vous adhérez à Penny Lane, c'est Penny Lane qui va vous inscrire dans l'annuaire. Si vous ne dites rien, ça sera votre plateforme d'émission et de réception. Si je suis viticulteur et que j'ai Agiris et que je veux que ça soit ma plateforme en émission, ou parce que j'ai un ERP très particulier pour l'émission de mes factures, parce que c'est couplé à un super logiciel qui va faire des devis, des bons de commande, etc. Et que je veux, et que Penny Lane, qui propose de la facturation dans ce prix-là, un logiciel de facturation, mais ne répond pas à ça, je vais peut-être prendre une plateforme en émission pour l'émission de mes factures, mais je vais peut-être déclarer une plateforme en réception. Si c'est par exemple le cabinet qui fait ma tenue comptable, je vais peut-être choisir ma plateforme Penny Lane en réception de factures. Voilà pourquoi je vous dis qu'on peut avoir une émission et en émission-réception. Jennifer, qui est avocate, quid des notes de déjeuner d'affaires? Alors, chère Jennifer, là, c'est très simple. Si c'est vous qui organisez un déjeuner d'affaires et que, par exemple, ce déjeuner vous coûte plus de 150 €, vous devrez demander au restaurateur à 14 heures, quand vous allez au comptoir lui demander la note et qu'il est en plein coup de feu et qu'il râle déjà parce que son apprenti en salle ne fait pas l'affaire, parce que ça râle en cuisine, que son TPE ne fonctionne pas, vous devrez, chère Jennifer, dire à votre restaurateur que vous êtes dans une opération B2B en France. Et donc, on est dans du invoicing. Et donc, vous allez être obligé de communiquer le numéro sirène de votre cabinet pour que celui-ci puisse vous envoyer une facture en e-invoicing. Voilà. Alors évidemment, on s'imagine le bazar. On a regardé nos amis italiens, ils ont imaginé des QR codes qu'on peut mettre sur votre smartphone et qui est flashé par le restaurateur ou en tout cas l'activité qui a une caisse et qui va permettre en un instant de récupérer toutes vos informations pour automatiser tout ça. Évidemment, cette réforme ne sera pas possible si on reste un petit peu à l'ancienne avec des tickets, des rouleaux, du papier, du Excel, voilà. Il va falloir, ça nous pousse quelque part à numériser l'économie, évidemment, ça risque d'être un petit peu douloureux, c'est ce que je disais
à titre liminaire, mais finalement, ça va dans le bon sens. Aujourd'hui, imaginez-vous que dans certains cas, vous avez un fournisseur qui imprime une facture sur un ordinateur, qui l'édite, qui la donne à son client, qui va lui-même la scanner pour la remettre dans, de l'informatique. Aujourd'hui, 2026, ça n'a pas de sens. Je regarde s'il y a d'autres, quel lien entre Penny Lane et Easy? Évidemment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on va être obligé de suspendre et d'arrêter Easy. Donc là, je vous demanderai de vous rapprocher de votre collaborateur si vous utilisez Easy Trésor, puisque pour nous, Easy, je le rappelle, c'est un logiciel que nous avions nous-mêmes développé, à l'époque, qui était très novateur, mais on ne pourra pas suivre le rythme et nous sommes finalement que des experts comptables et nous ne sommes pas développeurs. Et donc, on préfère largement s'allier à Penny Lane, un organisme, une société comme Penny Lane, qui est une sacrée licorne française, et abandonner Easy. Donc, vous avez tout un mécanisme qui est prévu pour passer de Penny Lane à Easy. Voilà. Je suis commerçant dans les fruits et légumes, je fais des marchés, donc paiement en espèces ECB, comment déclarer? Alors là, cher monsieur, vous me parlez du paiement, finalement, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que si vous achetez des fruits et des légumes sur le marché, vous direz au commerçant qui est sur le marché que vous êtes un professionnel et que vous avez besoin, quel que soit le moyen de paiement, d'avoir du invoicing. Et donc, le commerçant qui est commerçant ambulant sur le marché devrait être capable, avec son logiciel de caisse, de vous envoyer du e-invoicing. Je repose ma question pour les professionnels du ski. Cher Gilles, je n'ai pas vu votre question originelle. Est-ce que vous seriez d'accord pour la réécrire parce que je ne vais pas voir. Je facture des sociétés étrangères, elles n'ont pas de PA. Cher Franck, est-ce que cela pose un problème? C'est ce que j'ai dit au départ. Les entreprises étrangères ne sont pas concernées. Donc, vous serez obligé de continuer à faire comme aujourd'hui. Je ne sais pas comment vous les facturez, peut-être un PDF, peut-être une facture papier. En revanche, si vous avez une activité qui rentre dans le champ d'application de la TVA, à partir du 1er septembre 2027, sauf si vous êtes ETI, vous serez obligé de déclarer ça à l'administration fiscale. Tout le chiffre d'affaires que vous réalisez avec des entreprises étrangères, vous serez obligé de les déclarer via du e-reporting de transactions à faire, parce que vous avez bien suivi, tous les 10 jours ou tous les mois si vous êtes en régime trimestriel. Euh, Sylvie, peut-on faire directement une facture sur... La question n'est pas terminée, chère Sylvie. Alors, est-ce que... Oui, bonne question. Est-ce qu'on doit s'inscrire sur Penny Lane si on utilise Easy ou est-ce que c'est CF qui s'en occupe? Nous, on peut s'occuper de l'inscription dans l'annuaire pour vous et de choisir Penny Lane. C'est ce qu'on fait depuis maintenant plus de 12 mois. En revanche, l'administration fiscale, comme c'est un engagement fort, ne nous permet pas de le faire comme ça. Elle va exiger de nous que nous ayons un mandat. Ça a été inventé, géré entre l'Ordre national des experts comptables et la direction fiscale. Et donc, on va vous demander de nous donner un mandat pour qu'on puisse vous inscrire dans l'annuaire. Et ça, c'est très important. Et ça fait partie intégrante de notre offre aux conformités. Et c'est pour ça que je vous renvoie vers votre collaborateur. Nathalie, quid des SCI familiales à l'IR non assujetties à TVA? Donc là, je vais être clair. Je ne pourrais pas être exhaustif, mais je vais être clair. La plupart des opérations immobilières rentrent dans le cadre de cette opération de RFE. La plupart des opérations immobilières sont des activités réalisées à titre onéreuse, donc elles rentrent dans le champ d'application. On a quelques exceptions, par exemple la location d'un immeuble nu à usage d'habitation. Il est interdit d'appliquer de la TVA et pourtant c'est une opération qui rentre dans le champ d'application de la TVA. Donc c'est un des cas où vous serez quand même obligé dans cette activité-là d'avoir souscrit à une plateforme pour recevoir. De mémoire, il n'y a qu'un grand cas qui vous permet de ne pas avoir de plateforme, c'est dans les SCI patrimoniales, hein, si vous devez détenir une résidence principale ou secondaire et qui n'est pas du tout exploitée et que finalement c'est plutôt un outil juridique de détention pour éviter une indivision avec des associés. Ben là, vous êtes exempt d'adhérer à une plateforme et la plupart des activités, j'en parlais tout à l'heure, même des locations meublées non professionnelles qui peuvent être apparentées à des opérations para-hôtelières et donc d'être assujetties à TVA, la plupart de ces activités-là, qu'elles soient d'ailleurs non professionnelles ou professionnelles, nécessitent l'inscription d'une plateforme. Voilà.
Est-ce qu'un webinaire peut montrer comment servir de la plateforme Pennyline est prévu? Non, ça, on ne fait pas de webinaire pour cela, cher Vincent. On fait ça en tête-à-tête, c'est-à-dire que dans notre offre conformité, vous avez tout un système qui est prévu où une fois que vous êtes inscrit, on fait tout le paramétrage. Soit on vous transfère de Easy dans Pennyline, soit on vous met sur Pennyline. On fait tout le paramétrage qui est très personnel, en fait, par rapport à votre activité. Et là, on prévoit dans la plupart des cas, 30 minutes ou 40 minutes en visio avec vous pour vous faire une démonstration en face-to-face, comme disent les Américains, pour vous présenter le logiciel, pas un webinaire. Ensuite, vous avez de mémoire une Penny Lane Academy en ligne où vous avez tout un tas de tutoriels et de vidéos mises à disposition gratuitement pour vous expliquer. Mais encore une fois, pour l'avoir utilisé, c'est très facile. Voilà. Excusez-moi. Oui, vous recevrez, je le dis, je vais prendre encore quelques questions. Je vais prendre quelques questions. Je vous dis que vous allez recevoir un lien avec le support que je vous ai présenté, avec le replay de ce fabuleux webinaire et vous pourrez évidemment contacter vos collaborateurs si vous avez d'autres questions. Collaborateurs, c'est pour toutes les personnes qui sont présentes à ce webinaire et qui sont malheureusement pas encore clientes du cabinet, je vous encourage vivement à rectifier le tir. Et donc, vous aurez également un lien qui vous sera adressé pour pouvoir prendre contact avec quelqu'un du cabinet et voir comment on peut vous accompagner le mieux. Alors, Franck, je ne sais pas si c'est le même Franck. Comment fonctionne le e-reporting? Je ne trouve rien sur Penny Lane. Aujourd'hui, le e-reporting n'est pas opérationnel. Et d'ailleurs, petite parenthèse, je nierais avoir dit cette phrase, et pourtant mon replay va se balader un peu partout, mais je crois que l'administration fiscale n'est aujourd'hui pas très prête à recevoir le e-reporting de paiement et de transaction. Rassurez-vous, elle le sera, c'est un pan important de la réforme. Donc aujourd'hui, Penny Lane, la fonction de e-reporting n'est pas encore opérationnelle dans Penny Lane. C'est pour ça que même de manière facultative, au 1er septembre 2026, vous ne pourrez pas faire du e-reporting parce que l'administration fiscale n'attendra rien de vous. Voilà, mais par contre, vous pourrez faire du invoicing de façon tout à fait facultative. Tac, tac, tac. Allez, je prends encore deux questions. Il y a beaucoup de questions sur le gasoil. Quel sera le délai pour rejeter une facture Marina? Je n'en sais rien, hein, c'est ce que je vous ai dit. J'ai pas d'infos sur les délais ou sur les sanctions du cycle, tout ce qui concerne le cycle de vie de la facture. Antoine qui nous dit si ma facture est rejetée par ma plateforme, aurais-je une alerte? Ça, je pense que oui, tout à fait, vous aurez une alerte pour vous dire que la facture n'est pas envoyée. Bonjour Grégory, mon ERP génère actuellement une facture au format PDF. Il ne pas de générer de facture au futur format, comment la transformer au nouveau format? Je sais qu'il y a des plateformes, là je n'ai pas les réponses à toutes les questions, mais je ne sais pas si Penny Lane le fait. Je sais qu'il y a des plateformes qui vont transformer des factures en format Excel, Word, PDF dans des formats de facture électronique. Je vous décourage de faire ça. Je pense, cher Grégory, que vous devriez voir votre éditeur, votre ERP, pour qu'il se débrouille à être conforme et à faire directement des factures au bon format, parce que je ne suis pas sûr que ces transformations de format en un autre soient tout à fait correctes, que toutes les balises techniques, qui sont nombreuses, seront applicables, que si vous êtes dans un cas d'usage que j'ai expliqué tout à l'heure, que tout ça soit tout à fait bien réalisé. Et donc, je pense qu'il faudrait mieux vous organiser pour que votre ERP fasse une facture au bon format. Voilà. Bonjour, vous n'avez pas répondu, chère Denise, à la question de Myriam, faut-il avoir un logiciel de facturation? Évidemment, vous ne pourrez pas fabriquer les formats électroniques des factures. Je répète, FactureX, XML, FactureX, C2I, UBL ne seront pas capables d'être générés par vos petites mimines. Vous aurez obligatoirement un logiciel pour le faire. Si vous n'avez que des opérations B2C, donc avec des particuliers, je vous ai dit que vous pourrez faire encore que des factures Word ou PDF, même si je vous décourage à faire des factures à la main et qu'il vaut mieux utiliser un logiciel de facturation pour d'autres raisons. Effectivement, vous pouvez vous passer d'un logiciel de facturation et continuer à faire comme vous voulez. Sauf que quand vous allez être obligé de faire vos déclarations de e-reporting de transactions
et de paiement. Si vous avez pas un outil de gestion, un système d'information évolué, capable en un seul clic de dire tout le chiffre d'affaires que vous avez fait sur les 10 derniers jours avec des particuliers ou des entreprises étrangères, ou de dire, ben voilà tout le chiffre d'affaires que j'ai encaissé sur le dernier mois parce que je suis prestataire de service, vous ne vous en sortirez pas, chère Denise. Voilà. J'ai largement dépassé de 6 minutes ce webinaire. Évidemment, nous sommes disponibles et mobilisés, pour vous répondre à ces questions. J'espère que ça a été, clair pour vous, en tout cas que ça vous a donné un petit peu l'envie de gratter ce sujet. Je vous remercie. Je remercie également toutes les équipes du cabinet qui ont organisé ce webinaire. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne continuation, un bel été. Il vous reste 2 mois, pour vous mettre en conformité. Voilà. Merci beaucoup et à très bientôt.